Bonjour. Préparez-vous parce que là, on m'a donné plus de 10 minutes, donc il va falloir être courageux. Je vais essayer de vous partager des expériences, des provocations et des suggestions à propos de l'innovation, parce que ce mot est à la mode, hein. Vous savez que c'est le mot le plus prononcé dans les rapports annuels des 40 000 plus grosses entreprises du monde. En gros, quand on est dans la merde, on se dit qu'il faut innover. C'est assez amusant, hein. C'était pas, franchement, j'ai démarré cette boîte il y a 28 ans. C'est On était plutôt. D'abord, on parlait pas beaucoup de ce mot-là, et on était plutôt saugrenus quand on en parlait. Je vais y venir. Maintenant, j'ai du bol, c'est à la mode, donc je suis en train de mieux réussir. Je me dis que je suis un bon chef d'entreprise, et puis j'ai compris que non, j'ai juste du bol, le marché est en train d'exploser. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant de vous raconter les bêtises que je vais essayer de vous raconter, on travaille quand même. Donc, notre boîte, elle est organisée en trois pôles. Un pôle que j'appelle Imagine, et qui est hyper prétentieux, on va démarrer tout de suite. Conseil stratégique, voilà, mais en matière d'innovation. C'est-à-dire que vous oubliez tout ce que les conseils stratégiques vous ont appris, euh, toute l'excellence opérationnelle qui a fait la fortune du conseil stratégique, et vous vous dites que quand c'est pour innover, ça marche plus du tout pareil. Donc, stratégie de croissance, business modeling, voilà des mots. Comment on fait pour construire des business nouveaux, surtout quand on est fondé sur des business ancestraux et que les boîtes sont bien rigides. Stratégie d'innovation, politique d'offre. J'ai mis 3-4 marques pour montrer qu'on le fait dans le yaourt, dans le fromage, dans la banque, dans les plats cuisinés, dans les pneus ou dans les fenêtres ou dans le chocolat. Bon, on s'en fout du domaine, nous. On n'a pas de spécialité, contrairement à ce que tous mes clients demandent dès que j'arrive. Vous avez bien déjà travaillé dans notre domaine? Non. C'est le but pour innover, sinon on ne peut rien faire, je vais vous montrer. On a un deuxième pôle qui est celui sur lequel on s'est fondé au début, il y a 28 ans, le pôle de création. Donc là, on fait de la R&D, du prototypage, du design produit, du packaging, du retail maintenant, c'est-à-dire évidemment de l'aménagement d'expérience de vente, et puis un peu de communication. Puis on a un troisième pôle maintenant qui est tout récent, qui est le drive. Ça fait 28 ans que je me dis que pour innover, faut externaliser, et ça fait 28 ans que je me trompe. Donc je suis en train de re-rentrer dans les entreprises en formant les gens avec les outils qu'on a essayé de mettre au point. Les marques en haut, voilà, c'est pour dire que j'ai déjà fait pour 2-3. Bon, la plupart nous ont quittés, c'est pour ça que la boîte est petite. Voilà des produits, c'est juste pour vous mettre du visuel, puisque ici on est quand même dans un pays de sport, là on en fait pas mal. La raquette de Nadal, voilà. Je vais revenir sur mes petites brosses à dents, je les aime bien. 2-3 bêtises pour les enfants, des voitures, voilà. Ça c'est de la conception esthétique et formelle d'objets. Et puis des trucs plus connus que vous avez chez vous, peut-être l'ascenseur à cornichon. C'est un truc avec lequel je vais mourir, je pense, qui fera l'image de ma boîte. Mais c'est bien, mais deux, trois autres. Là, c'est des formes, des bouteilles et des flacons qu'on a pu dessiner. Voilà, j'arrête tout ça. Il y a des choses moins importantes qu'on fait. C'est assez bizarre parce que j'espère que dans nos projets, on a deux, trois trucs un peu costauds. Et le truc le plus couillon qu'on ait fait cette année, c'est Super Victor, la mascotte de l'Euro 2016. Et je fais le tour du monde avec la pire connerie que j'ai faite. Euh, c'est étonnant, mais je fais le téléfoot suédois, le téléfoot italien, le téléfoot brésilien, juste parce que ouah, c'est le créateur de la mascotte. Et franchement, c'est du dessin animé, quoi. C'est pas... Mais bon, c'est quand même mon smart. Euh, on est 48, c'est un tout petit commando, et on travaille pour des monstres parfois, c'est assez étonnant. En fait, 48, dont 5 ou 6 grosses compétences. Il y a chez nous des directeurs généraux, donc des gens qui ont exercé ça dans des entreprises, des directions marketing, communication, management de projet, R&D. Et puis, une foule d'extérieurs. Quand on parle de plateforme collaborative, ça fait à peu près 25 ans qu'on en gère une, des créatifs de tout poil et de tout pays, qu'on appelle au moment où on a besoin de concevoir une voiture sans permis, un vélo ou une brosse à dents. Bah, il y a toujours des spécialistes à droite et à gauche qu'il faut aller chercher. Et bah, ça fait bien longtemps qu'on a compris que ensemble nous ne sommes qu'un. C'est le but de notre logo zébré, hein, évidemment, c'est de dire qu'on se défend comme les zèbres. C'est-à-dire que quand ils sont en troupeau, le lion pense que ça n'est qu'un seul animal. Pour ceux qui ont déjà fait un safari, photo, on vous met dans des gros 4x4 et on vous approche de ces animaux, bien entendu, qui ont déjà plus faim, mais quand même qui vous perçoivent comme une énorme bête, et c'est pour ça qu'ils ne vous attaquent pas. Le zèbre, c'est pareil, il est en troupeau. Tant qu'il est en troupeau, on voit que des rayures, c'est le bordel, personne ne l'attaque.
C'est exactement comme ça qu'on fonctionne, nous. On mélange des ingénieurs, des créatifs, des marketeurs, des tas de gens qui sont intéressés par des méthodes nouvelles, et puis on aborde des sujets en essayant de tout casser. Tout casser, c'est donc innover parce qu'on est globalement dans un monde en difficulté. Depuis ce matin, j'entends parler pas mal de ça et des nouveaux comportements, évidemment. Mais en gros, certains journaux l'ont résumé avec un mot qui va bien et qui doit dire en gros qu'il y a un trouble. En fait, je pense on pense qu'on est en train, depuis une bonne vingtaine d'années, de déstructurer la consommation. On dit qu'on est en crise. Moi, j'y crois pas du tout, hein. On est en nivellement de notre société. C'est-à-dire, nous, l'Occident, ça va aller globalement moins bien, hein, que vous votiez comme vous voulez demain ou après-demain. Ça ira moins bien. Nous serons pauvres. Nous allons nous appauvrir pendant que d'autres secteurs du monde vont monter. C'est ce qui s'est passé il y a 1000 ans, dans le sens inverse. Pas de raison qu'on y échappe. Et globalement, nous, consommateurs, nous sommes en train de déstructurer notre consommation. On n'est pas en train de consommer moins, contrairement à ce qu'on nous dit, et notre pouvoir d'achat n'est pas en train de diminuer, contrairement à ce qu'on nous dit. Il est juste en train de se splitter. On a trop de choses à acheter, avec le même portefeuille, pour ceux qui ont encore un boulot, bien sûr. On a trop de choses à acheter, et quand moi j'ai 5 enfants, 5 mecs qui toute la journée, ou putain, le matin, en me disant « Papa, j'ai 12 ans, enfin 12 ans, ils n'en ont plus malheureusement, mais j'ai 12 ans, j'ai pas de portable, c'est la honte. » Papa, j'ai 14 ans, j'ai pas de tablette, c'est la honte. Je peux pas inviter des gens à la maison, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de jeux vidéo, personne ne me parle. Donc ces trucs-là, mes parents n'ont pas eu à me les payer. Les vénards. Un ballon de foot et j'étais content. Et en gros, ces équipements numériques, ces nouveaux modes de consommation font qu'avec le même portefeuille, il faut continuer à acheter un appart, une voiture, à manger, 2-3 loisirs, plus tous ces équipements-là qui, comme vous l'avez remarqué, sont pas les moins coûteux. Donc on a déstructuré, c'est-à-dire que vos clients, vous en tant qu'individu, le monde en règle générale est obligé d'acheter de plus en plus de choses. Et c'est ça qu'on appelle la crise, c'est-à-dire une répartition des dépenses. Et ceux qui avaient l'habitude d'être les rois du monde se disent mais comment ça se fait qu'ils ne viennent plus vers nous? Pourquoi on achète de moins en moins cher certains produits? D'abord parce qu'on est obligé de faire des choix. En tant que professionnel ou en tant qu'individu, on rentre dans un monde de choix. Et ce choix fait que tout ce qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire beaucoup de choses, vous et moi, on n'est pas intéressés par grand-chose en tant qu'individu. On a 2-3 passions, c'est déjà énorme. Puis ensuite, on a des cinquantaines de sujets qui passent devant nous et dont on se dit, ouais, après tout, si c'est pas cher, j'en veux bien, sinon je m'en fous. Ça s'appelle impliqué ou non impliqué. J'y reviendrai pas mal dans mon intervention. C'est la seule matrice qu'on utilise, nous, pour étudier un marché. Ça m'intéresse ou pas? Pas trop compliqué. Hein. Oubliez les riches, les pauvres, les urbains, les rurbains, j'y crois plus du tout depuis déjà au moins 20 ans. Et je passe mon temps à essayer d'aller dans les écoles de commerce en disant oubliez les segmentations. C'est un truc qui a été inventé pour faire plaisir aux patrons il y a 50 ans. Ça n'existe pas. Il y a des riches très impliqués par un sujet et il y a des pauvres très impliqués par le même sujet. Voilà, ça s'appelle une communauté. Aujourd'hui, vous parlez beaucoup de communauté et j'ai bien apprécié cet exemple-là. Quand on est intéressé par un sujet, on y attribue de la valeur et on peut dépenser des sous, qu'on soit riche ou pauvre. Regardez les abonnements à Téléfoot, hein. Enfin pas à Téléfoot, à Foot Plus. C'est pas forcément les riches qui s'abonnent à ces chaînes-là. C'est ceux qui veulent voir du foot. Et ils sont capables de se saigner à blanc pour payer les 10 € par mois, pendant qu'ils n'achèteront pas la bonne tomate du maraîcher, qui est meilleure que les autres, mais qui est trop chère. Mais ils s'en foutent de la bouffe. Alors j'y viens. C'est cette notion de valeur hein, qui structure toute notre forme de pensée. La valeur, elle est complètement déstructurée aujourd'hui. Elle n'est plus liée forcément aux marques ou à la performance des produits. Elle est liée à mon implication. Ça m'intéresse, j'y vais, je m'en fous, je veux le moins cher. Ça marche dans tous les milieux, hein. Ça marche dans le sport, ça marche partout, j'y reviendrai. Et pourtant, quand j'ai fait ce constat-là, si vous êtes impliqué, je l'ai dit, vous allez pouvoir peut-être vous intéresser à un domaine. Si vous êtes désimpliqué, vous n'allez même pas le voir. Et pourtant, nos entreprises, grandes, elles n'ont pas compris tout à fait ce schéma-là. Ça fait 60 ans qu'elles travaillent l'excellence. L'excellence, ça veut dire le top. Production, analyse, marketing, logistique, etc., etc. Elles cherchent le top.
Et le top nous amène à une situation très bizarre. Comment on conçoit un produit depuis le début de l'ère industrielle? Ouais, je vais dire plutôt depuis le début des années 50. On va en éliminer 50 ans vite fait, parce que pendant 50 ans, en gros, on a appris à produire. On est passé de ruraux, agraires, paysans, à entreprises. Donc on a appris l'ingénierie, tiens d'ailleurs, puisqu'on est dans une école. On a appris ça pendant 50 ans. Heureusement, on sait faire à peu près. Puis ensuite est arrivé, pire que l'ingénierie, le marketing. Pire que l'ingénierie. Vous allez voir, l'ingénierie va prendre aussi. Le marketing est arrivé, alors là, on a commencé à dire qu'il ne fallait pas savoir faire des objets, c'était pas ça le propos, il fallait savoir faire des objets qui correspondent à des clients. Ah très bien, donc on a inventé le questionnement des clients, parce qu'il est hors de question de monter une entreprise sans savoir ce que veut le client. Ah. Je vais vous prendre un exemple, un peu couillon, mais qui démontre bien. Comment on fait pour faire un aspirateur? Ah ben on réunit des consos, et on fait des focus group, vous avez, pour ceux qui ont déjà vécu ça, une petite glace sans teint. On se met derrière la glace sans teint, on met 10 Pékins et on leur demande « Oui, c'est quoi l'entretien de la maison pour vous? Comment ça se passe ?»« Ah oui, c'est assez pénible. Ah oui, très bien. Et vous le faites tous les combien? Ouh là là, 1 heure par semaine. Ah, très bien. Et comment vous faites? Ah oui, j'ai un aspirateur. Ah, un aspirateur, tiens, quel beau sujet. Les mecs sont passionnés pour répondre à des questions comme ça. Et faut dire qu'ils ont un cadeau au bout d'1 heure. Alors, un aspirateur, vous en servez tous les combien? 10 minutes par jour. Il y a un mec qui note derrière, parce que 10 minutes par jour et 10 minutes par semaine. Et toi, 10 minutes quand j'ai le temps. Et là, ça donne un peu le niveau de vos appartes. Et l'aspirateur, ah oui, quand vous en servez, ça marche comment? Il faut que je le branche dans un coin de la pièce, mais il faudrait que je puisse aller de l'autre côté pour nettoyer le bout de la pièce. Alors, il y a un ingénieur derrière la glace sans teint qui dit long fil. Et il note. Ah oui, mais quand je reviens du dernier coin, il faudrait que je puisse repartir dans l'autre sens. Groupe de travail d'ingénierie qui aboutit, on va mettre un enrouleur. Bon, très bien, long fil, un enrouleur. Oui, mais quand j'y vais, je voudrais pouvoir ne pas le porter. Très bien, on va mettre des roues. Et petit à petit, la poignée pour le porter. On arrive à ce qu'on appelle un cahier des charges fonctionnel, qui est quand même la base. Je pars des besoins d'un conso, et je fais un cahier des charges fonctionnel. C'est l'excellence. Puis ensuite, je vais voir un cabinet de design comme nous. Et nous, 60 000 € après, on dit... non, je veux dire 1 mois et demi après, et plusieurs avant-projets après, on dit ce produit va être petit, compact, parce que c'est important qu'il soit puissant au moment où on s'en sert, et compact, parce qu'il passe son temps dans une armoire, donc tant qu'à faire, et il va être rouge, parce que la couleur de la puissance, c'est le rouge. Donc on le fait comme ça. Alors le marketeur qui est là quand même derrière, il dit ouais attendez, en magasin ce qui compte c'est d'exprimer la puissance. Alors ça va être marqué 1500, 380 watts, FI Max, Power, on a mis tous les autocollants possibles. Puis on a mis une grande marque, paix à son âme, et on va au salon mondial de l'électroménager. Donc là on est blindé. On va tout gagner parce qu'on a bien conçu notre produit. Et les concurrents viennent aussi. Ah merde! Et oui, ils ont fait la même méthode. Donc et c'est pas pourtant des copains, c'est des vrais concurrents, en plus des Allemands pour certains, des bons, des vrais bons. Et c'est pas Moulinex, j'aurais pu vous montrer un truc où on change le logo à la fin, ça s'appelle la différenciation retardée, et on met quelques marques du même groupe. Non, là c'est des vrais mecs qui s'aiment pas. Et ils arrivent à la même solution. Alors pour un conso, c'est à peu près simple en magasin, parce que les rouges, c'est le haut de gamme, parce que ça exprime la puissance. Moi, pour 15 000 € de plus, j'ai dit le bleu, c'est la couleur de l'équilibre, alors le milieu de gamme sera bleu. Et encore 5 000, j'ai dit, ouais, mais tu sais, dans les études conso, la couleur, ça peut quand même réenchanter le monde de la consommatrice. Alors ceux qui aspirent pas, en général, ils sont verts ou orange. Comme il n'y a pas d'argument, à part le look, on fait des trucs branchés. Comme ça, c'est à peu près simple à lire. Alors, le chef de produit, lui, il n'a pas vu ça en général, sinon tout le monde se marre dans les salons. Si les gens voyaient ça dans les salons, ça serait fou rire général. Toute la journée, on passerait devant le truc. Mais non, quand même, les mecs arrivent, j'ai fait un bon produit. Donc le mec est muté, avec une vraie promo, parce qu'il a l'impression d'avoir bien travaillé, et hop, il débarque dans une autre catégorie de produits, le repassage. Alors la même topo, bonjour monsieur, c'est pour faire plaisir que je dis ça. Comment ça marche le repassage? Ouais, c'est super pénible. Ah, à nouveau, fait quand même pas mal de métiers où c'est chiant. Ah oui, alors donc il faut que ça aille très très vite. Très bien, on dessine des TGV.
tout pointu, ça fonce, parce que c'est normal, hein, il faut que ça aille super vite un fer à repasser. Et donc, ils sont tous blancs parce que le conso, il veut du linge pur. Donc le code, moi pour 40 000, j'ai dit que c'était le blanc. Et ils sont tous bleus ou verts parce qu'il faut parler de la vapeur, évidemment, il faut communiquer les bénéfices. Puis vous avez vu, ils sont tous au même prix, parce que, ou à peu près, parce qu'il y a des commerciaux dans l'aventure. Et les commerciaux, ils disent, il y a des prix marché. On ne pourra pas vendre si on n'est pas au prix marché. C'est tout des règles qu'on nous apprend dans les boîtes. Donc on est muté dans un service où là, il y a de l'innovation. Ça rigole pas quand même, le gros électroménager. Là, il y a des mecs qui bossent vraiment. Ils ont lancé la poignée bleue, là-bas à droite, là, ça s'appelle... Et le mec qui avait tenté la couleur dans le fer à repasser, non, les aspirateurs, il retente dans le frigo. Celui-là, vous êtes sûr que c'est celui qui ne fait pas de froid. Il y a une couleur qui est rentrée dans vos cuisines depuis 15 ans, une seule couleur, l'inox. Ça pète. Le reste, voilà, c'est l'ino. Mais il y a d'autres domaines où ça innove sérieusement, c'est les champions du monde du marketing. Parce que si vous avez un enfant qui fait une école de commerce, il faut qu'il aille chez un lessivier quand même, hein. On dit les lessiviers, c'est les champions du marketing. Alors les champions du marketing, ils ont compris qu'une machine à laver, ça tournait. Donc on tourne. Je crois qu'il y a un pointeur là, c'est ça? Vous voyez, le Bonux là, il tourne en famille, lui. Ariel, il tourne dans sa molécule, il est bien cool tout seul. Supercroix, il tourne autour de lui-même. Homo, autour de la planète, tant qu'à faire. Skip, il tourne autour de lui aussi. Ouais. Il y a Actif là-bas à droite, c'est la marque distributeur. Lui, il dit bon, moins con, je vais mettre le hublot, comme ça c'est clair, les gens sauront. C'est quand même assez simple. Il y en a un qui ne tourne pas, c'est Persil. C'est le seul qui dit ça va sentir au bas, ce qui est quand même un peu le but du nettoyage, mais les autres non. Alors moi, pour 60 000 €, j'ai dit la couleur de la performance, c'est le rouge, donc les logos sont rouges. 15 000 de plus, je dis le bleu, c'est l'équilibre. Donc ceux qui sont un peu moins agressifs que les autres, logo bleu. Voilà, c'est la vie d'une entreprise supra-innovante qui connaît bien son consommateur et qui délivre une offre supra-attractive. Heureusement, il y a des milieux où ça innove. Ça, c'est 3 marques mondiales qui vous présentent leur vision du véhicule hybride de demain. Pète sa mère, quand même. Le même profil, le même avant, le même arrière. De temps en temps, je pose une question stupide en disant « Ouais, mais non, ok, j'ai bien compris, mais pourquoi ces looks super profilés ?» Et il y a toujours un gars qui me dit « Non, tu connais rien en aérodynamique. C'est pour la pénétration dans l'air, exige ça. Pour rouler à 30 km/h en ville, c'est super utile. Même un cube, ça marcherait aussi bien. » Heureusement, il y a des métiers nouveaux. Les smartphones, c'est tout nouveau. Donc là, ils y vont, là. Un smartphone, c'est rectangulaire avec les coins ronds. C'est original. Pourtant, il y a des mecs branchés qui bossent là-dedans. Ah, l'innovation de cette année, l'écran qui tourne sur le côté. J'ai des tas de gens qui regardent comme ça leur truc. Ça crée de la valeur. Moi, j'appelle ça, enfin, dans le marketing, on appelle ça le mix produit. Hein. Moi, j'appelle ça un bon coup de mixeur, c'est-à-dire on met les mêmes ingrédients. Ça s'appelle l'excellence. On est super bon en connaissance du client, on a des super bons ingénieurs, on a des outils de production magnifiques, et en fait, on crée tous la même chose. Ça, c'est le monde dans lequel on est, et ça s'appelle un monde ultra sophistiqué, qui en fait crée sa propre fin. C'est-à-dire qu'à force de produire tous la même chose, bien entendu, il y en a un qui lève le doigt en disant « Ouais, mais quand ça vient de Chine, c'est moins cher. » Bah oui, si c'est moins cher et c'est la même chose, t'es mort. Et tant mieux. Je suis content, moi, d'acheter 3 pulls pour 100 € chez Carrefour. Bon, peut-être pas que l'hiver arrive trop vite, mais au moins j'ai 3 couleurs différentes. Alors, comme je m'en fous de mes pulls, autant que j'achète le moins cher. C'est comme ça que Decathlon est devenu le leader européen du sport. Parce que 80% des produits de sport ne voient jamais un terrain de sport. On l'achète pour être sport. Mais les vrais qui savent faire, il y en a moins. L'important, c'est d'être sport. Donc, en gros, c'est le premier constat que je voulais vous faire, c'est que toutes les boîtes, petites ou grosses, réfléchissent toutes de la même manière, avec des vieux outils éculés. Elles travaillent sur les mêmes données chiffrées, parce qu'elles ont les mêmes panels, avec les mêmes mecs qui sortent des mêmes écoles, blablabla. Bla, bla. On est dans un monde qui est en train de réinventer la roue et qui ne produit plus de choses intéressantes. La plupart des grandes révolutions et la plupart des grandes entreprises qui font aujourd'hui encore l'actualité sont des gens qui ont changé la vie des gens depuis une centaine d'années.
La machine à laver, ça a changé la vie de ces dames. La pilule, ça a changé la vie de nos couples. Le blablabla, l'ordinateur, ça a changé. Mais quand vous bossez dans la robinetterie industrielle, quand vous bossez dans le business des lavabos ou le business des chaussures, qu'est-ce qui change encore concrètement votre vie? Les startups qu'on a vues ce matin, oui, vous êtes sur un changement de mode de vie. Ça, c'est porteur. C'est-à-dire que oui, on peut, effectivement, c'est quand même pas con, tous ces camping-cars qui dorment dans... J'ai un pote qui loue son hangar et qui, chaque hiver, en reçoit 30, ça me fait toujours rire, c'est un bon paysan. Et avant, il avait des vaches, maintenant, il a des camping-cars. C'est assez rigolo. Donc, j'ai bien noté le changement de comportement. Il faut tout casser, en fait. On dépense, ça coûte de plus en plus cher à faire la même chose qu'avant. Et les programmes de R&D et les programmes de recherche de nouveaux concepts coûtent de plus en plus cher à ces entreprises qui ne cherchent qu'à améliorer des choses qui ne surprennent plus personne. Il faut tout casser. Il faut tout casser, mais il faut pouvoir le faire. Pourquoi c'est pas Sony? C'est des choses qui me frappent. Pourquoi c'est pas Sony qui a inventé l'iPod? Quand tu as inventé le Walkman, vous vous souvenez, quand même. Moi j'en ai eu, je les garde d'ailleurs parce que je vais bientôt les revendre, ça va valoir cher. Pourquoi il n'a pas Pourquoi il n'a pas inventé l'iPod? Il devait y en avoir plein des mecs qui avaient cette idée-là dans l'entreprise. Il n'y a pas eu la réception pour ça. Pourquoi TF1 n'a pas inventé YouTube quand on est leader européen, ça ne va pas durer je pense, mais leader européen de la télé? Pourquoi on n'invente pas YouTube qui est une nouvelle forme, une nouvelle chaîne de diffusion de vidéos? Pourquoi il n'y a pas un mec dans l'ascenseur qui dit au patron, il y en a un forcément, hein. Sauf que le patron il dit, dehors toi, on n'a pas le temps. Pourquoi Michelin n'a pas inventé Waze? Qui utilise Waze? Aïe, aïe, aïe. Moi, je travaille pour Michelin, ça doit leur faire peur. C'est génial. Pourquoi, quand j'ai inventé la borne kilométrique, puis les cartes, les restaurants, les guides, pourquoi c'est pas lui qui fait Waze? Parce qu'il y en a un, toujours pareil, qui a dû trouver l'idée, parce que c'est con comme ses pieds. Mais non, il n'y a pas la structure pour le... Pourquoi tous ces projets innovants, c'est fait par des startups? C'est fou. Et d'ailleurs, rien que le mot startup... C'est toujours spécial pour moi, hein, parce qu'en gros, ça veut dire démarreur, quoi. Non, non, il ne faut pas que ça soit démarreur, il faut que ça soit successeur. Là. Vos trucs, il faut que ça fasse 20 millions, 30 millions, 100 millions. C'est trop génial. Pas 1 million. Pourquoi ces gens qui sont milliardaires, là, les 3 premiers, ne savent pas faire ça? Parce qu'en fait, une entreprise, ce n'est pas fait pour ça. Ça n'arrive pas à innover bien souvent. Alors moi, ça fait 28 ans que j'en croise et c'est trop dur pour elle. Une entreprise, c'est fait pour distribuer de la valeur. Pour la créer, pas pour la distribuer, d'abord pour la créer, pour distribuer des produits ou des services et créer de la valeur. Mais forcément, elle n'est jamais très constituée pour casser ce qu'elle a accompli. Et innover, c'est je crois, Picasso qui a dit tout acte de création est d'abord un acte de destruction. Pour créer quelque chose, il faut casser l'existant. Donc une entreprise qui se tire une balle dans le pied, c'est pas facile. Et les patrons qui acceptent de le faire, c'est encore plus difficile. On n'est pas fait pour innover. Ah, très bien. On n'est pas fait pour innover parce que innover, c'est un changement culturel. Et un changement culturel, c'est très compliqué. D'abord parce que dans notre mode de pensée occidental, il faut penser pour changer. On va faire 2-3 jeux de mots, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il faut penser pour changer. Quand on veut changer, on fait un groupe de travail et on dit, bon les mecs, il faut réfléchir à autre chose. Donc des brainstorming, des séances de créativité, des groupes multidisciplinaires. J'en ai fait des centaines. J'en ai fait des centaines avant de me rendre compte que bon, si vous mettez des mauvais en séance de créativité, ça fait du mauvais. Si vous mettez des mecs qui n'ont pas d'idée ensemble pour chercher une idée, en général, ils cherchent. Alors, des millions de post-it, des murs, plein de super idées, mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à innover. On ne veut pas des idées, on veut des innovations. C'est-à-dire des idées qui ont rencontré un marché. En fait, il faut changer pour penser. Pas pareil. Je vais y venir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser avec un esprit cartésien rationnel pour changer. Il faut d'abord changer, faire le premier saut, changer de regard, et ensuite on peut commencer à penser. J'y viens. Il ne faut pas confondre la réalité avec la perception de la réalité. Et la réalité, il y a un marché de... non, la perception de la réalité, il y a un marché de 350 000 camping-cars en France. La réalité, il y a 350 000 camping-cars qui dorment chaque hiver en France. Ça, c'est une réalité. Quand on change le regard sur le marché,
Soit on se dit, il y a un marché de 350 000, je vais faire des camping-cars, parce que ça va pouvoir se renouveler. Si je change la perception, c'est ce qu'ils ont fait, non, non, mais il y a un marché dormant que je n'ai pas besoin d'acheter. C'est marqué en gros dans son slide, hein, le business, il est là, il ne coûte rien, il dorment, ces camping-cars. Je change mon regard, j'ai une perception différente de la réalité et j'en fais un business. C'est ça la vraie créativité. La créativité, ce n'est pas d'inventer la théorie de Newton. La créativité, c'est de changer de perception sur un fait préexistant. Je vais vous en montrer. En fait, vous et moi, on ne voit pas le monde tel qu'il est, on le voit tel qu'on est. Sur ce que je raconte là, il y en a qui disent « ouais, il est rigolo, j'ai pas bien compris ce qu'il faisait, mais en tout cas, il dit des trucs rigolos. » Il y en a d'autres qui disent « je l'ai déjà entendu 20 fois. » Il y en a d'autres qui disent « c'est bientôt la bouffe. » Vous écoutez les choses, non pas sur ce qu'elles sont réellement, mais en fonction de votre état à vous. Ça, c'est déjà un changement énorme en matière d'innovation. N'améliorons pas les choses qui existent, regardons les choses qui existent sous un angle différent, ça devient terriblement plus efficace. Bic, un exemple, je fais des petits clins d'œil à des gens que je connais. Bic, c'est quoi Bic? Sa spécialité, son métier, c'est quoi? Le stylo pas cher? Le stylo jetable? Les objets jetables? Ou le business du front de caisse, du devant de caisse? Trois façons de voir le même type de business totalement différents. Mais si d'un côté je dis c'est le stylo jetable, je vais innover vers les stylos. Si d'un côté je dis c'est les objets jetables, je tente le rasoir, je tente le parfum. Bon, un parfum jetable, c'était déjà un peu plus tiré par les cheveux, quoi. Et puis si je dis c'est le front de caisse, peut-être que demain je peux aller faire d'autres business. Pour innover, il faut regarder le monde différemment. Ça, c'est la petite méthode qu'on a mis au point en se disant, quand je regarde le monde différemment, peut-être que je vois des choses différentes. Pour innover, nous, on fait 3 temps. Je vous livre l'outil et puis chacun peut jouer avec. La première phase, quand on est là et qu'on veut aller dans le futur, on repart dans le passé. Pour innover, il faut comprendre ce qu'on appelle les indices structurants d'un marché. Qu'est-ce qui fait qu'un marché... Comment il est structuré? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à créer de la valeur ou pas, etc. Et petit à petit, on va chercher, nous, ce qu'on appelle le critère clé, c'est-à-dire le critère qu'il faut absolument améliorer pour faire avancer un marché ou pour être vu par les gens comme intéressant. Exemple, dans les aspirateurs, on l'a vu, quand on a questionné tous ces gens-là, c'est la puissance, le critère clé. C'est tellement chiant comme activité que les gens, quand vous avez envie de changer d'aspirateur, ça va pas, non? Oui, mais s'il était plus puissant qu'avant, ah là oui, je peux peut-être mordre. Dyson, il a doublé le prix des aspirateurs. Sur un seul critère, la puissance. Sa seule pub, c'est « je vous garantis la meilleure puissance d'aspiration constante du marché ». C'est ça mon seul claim, aspiration constante. Pendant que tous les autres vous vendent des sacs où l'air vient dedans, pousse la poussière contre les parois du sac et au bout d'un quart d'heure, ça continue à faire du boucan, mais ça n'aspire plus. Moi, je fais un cyclone, la poussière, je la cale sur les côtés et l'air est à aspiration constante. Un choix technologique qui est fondé sur le critère clé, améliorer la puissance. Si demain, vous questionnez les consos en disant « c'est quoi l'innovation majeure dans un aspirateur ?» Ils vont vous dire le bruit, 9 fois sur 10. Il faudrait que ça soit silencieux. Et puis, vous lancez votre aspirateur silencieux et vous n'en vendrez pas un. Parce que si ça ne fait pas de bruit, les gens vont dire « je ne sais pas si ça aspire ». Donc d'abord, vous lancez l'aspirateur le plus puissant de sa génération, et ensuite, vous dites « et en plus, il est silencieux ». Mais restez sur le critère clé, sinon personne ne vous lira. Quand on innove, on veut souvent aller dans un autre schéma parce qu'on veut réinventer le monde. Il faut aller trouver le critère clé. Et ça permet de réaxer toute une politique d'innovation dans des boîtes. Je passe mon temps à découvrir que personne ne le connaît, ce critère clé. Évidemment, quand on le trouve, on le met dans une petite boîte, on le planque, ça prend des mois. Parce que le critère clé, c'est une évidence, mais très difficile à trouver. Quand on a trouvé ce critère clé, la deuxième phase, c'est de trouver son angle d'attaque. C'est-à-dire sur le même critère clé, qui est la puissance, par exemple, pour les aspirateurs, chaque marque a un angle d'attaque. On ne peut pas tout faire. Toute marque ne peut pas inventer tout. Ferrari n'arrivera jamais à inventer la nouvelle 2 chevaux ou la Twingo.
Parce que vous allez dessiner une Twingo, puis il y a un moment dans le projet, on va dire, bon, bah là, on va mettre une couche de peinture, hein, parce qu'on s'en fout, ça doit pas être une couche de peinture. Hein. D'habitude, on en met 18, chef. Oui, mais là, une. On va mettre un tout petit moteur. Un tout petit moteur? On est Ferrari. Oui, mais là, les gens, ils s'en foutent du moteur, ils veulent se déplacer. Il n'y a rien qui va coller dans l'entreprise pour faire la Twingo. Hein, c'est pareil pour Renault, pour faire du haut de gamme, ça ne marchera jamais. Ils ont tenté, Avantime, ils ont tenté, ils n'y arriveront jamais. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que la marque ne peut pas le supporter. Elle ne peut pas porter ce projet-là. Le mode de pensée, l'ADN, j'aime pas ce mot ADN, la structuration de l'entreprise ne peut pas aller vers ça. Et le marché, de toute façon, ne vous acceptera pas. Par contre, quand ils lancent la... Comment s'appelle cette voiture indienne qu'ils viennent de lancer? Quid? Je ne suis pas sûr du nom, je suis désolé, mais ils viennent de lancer, vous verrez sur Internet, la duplication, enfin, ou la réplique de la 4L, du projet 4L, 2900 €. Putain, ça c'est bon ça. 2900 € une voiture, on attend ça depuis 50 ans. Qu'est-ce que ça sert de payer cher un truc qui vieillit aussi vite? L'angle d'attaque, c'est fondamental sur l'angle de la puissance. Si vous êtes allemand, vous dites je fais un moteur encore plus puissant qu'avant. C'est la seule. Si vous êtes Dyson, vous dites je m'en fous du moteur. C'est le principe de Tornade qui fait le choix. Il faut un angle d'attaque, sinon et qui corresponde à votre projet. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle, quand on a trouvé le critère clé et l'angle d'attaque, on a ce qu'on appelle chez nous une plateforme d'innovation, c'est-à-dire une vraie route où vous allez pouvoir améliorer, retrouver les processus classiques d'une entreprise qui n'est capable en général que d'améliorer l'existant. C'est déjà bien. Alors comment on fait pour ça? Premièrement, on fait en sorte que tout le monde comprenne que l'innovation, ce n'est pas un problème de R&D. Sinon, il n'y aurait pas d'homo, hein, si c'était la même chose. Et avec la R&D, on peut innover, mais on n'est pas du tout obligé de faire de la R&D. Les sujets de ce matin, il n'y a pas de R&D. Et pourtant, c'est très innovant. Il y en a, dans l'hydrolienne, qui est un vieux sujet, il faudra qu'on se voit parce que j'ai un super truc là-dessus. Il y a 2-3 R&D là. Mais ce n'est pas forcément un sujet de R&D. C'est beaucoup un sujet de curiosité. Dans une boîte, on vous apprend à ne pas être curieux, hein, parce que dès que vous arrivez, normalement, y a un mec qui vous fait visiter l'entreprise et qui vous explique comment ça marche. Hein. Voilà la prod, voilà le bureau d'études, voilà la logistique, voilà le commerce. On vous explique le marché, les concurrents. Donc, on vous dit surtout, comprends bien comment ça se passe. Puis si tu as une idée, tu la gardes pour ton prochain job. Pour innover, il ne faut surtout pas enquêter. Il ne faut pas faire d'études de marché. Une étude de marché sur les montres avant et après de l'arrivée d'Apple, c'est foutu. Ça change tout. Apple est depuis 15 jours le leader mondial de la montre. J'ai vu les chiffres là, 5 milliards. Leader mondial de la montre. Les mecs sont là depuis 150 ans et le plus gros groupe horloger fait 4,7 milliards. Eux, en 2 ans, ils sont leaders mondial. Je pense que ça ne durera pas parce que je pense qu'ils se sont trompés quand même. Mais en attendant, l'engouement est monstrueux. Il ne faut pas questionner, il faut observer. Si vous questionnez les gens, ils mentent. Ils mentent pour être polis et pour faire plaisir. C'est la nature humaine. Combien de fois vous vous lavez les mains à chaque fois que vous sortez des toilettes? Tout le temps, c'est sûr. Vous ne serrez pas la main, je vous le conseille. Combien de fois vous vous lavez les dents? 3 fois par jour, 3 minutes, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est recommandé par toutes les marques. Combien? Bla. Est-ce que vos enfants éteignent bien la télé chaque soir pour avoir le temps de lire? Oui, le maximum possible. Où on a des livres, chérie, d'ailleurs, je ne me souviens plus. Il faut questionner. Tiens, là, ça ne va pas marcher, là, mais hier soir, j'étais à Annecy dans une belle assemblée où j'ai demandé aux gens combien, je vais le faire là, combien ont voté, qui a voté pour Le Pen, plutôt? 30%. Il ne faut pas demander, il faut observer. C'est pour ça que les sondages, il ne faut pas non plus les croire. Les gens disent n'importe quoi. Hein, moi, mon papa, je pense qu'il vote Le Pen, il ne me le dit même pas. Hein, parce que quand même, en famille, ça va craindre. Donc, il faut observer. Les techniques d'observation, elles doivent être faites par des naïfs. Parce que si vous allez mettre des marketeurs, ils essayent de mettre ça dans des cases. Hein. Alors lui, plutôt, il a plutôt CSP+, urbain, avec 3 enfants. Il faut être naïf. Faut être naïf, pas trop con quand même. Hein, parce que si vous mettez un observateur qui ne comprend rien, ça donne un institut de sondage, et là, c'est dangereux.
Et oui, parce que observer, c'est pas recueillir les infos, hein, c'est traquer la petite bête. L'observation, c'est ça. Traquer la petite bête pour voir où il y a des failles. Donc il faut être, c'est un nouveau mot bien branché qui s'appelle ethno-marketeur, c'est-à-dire aller voir, comprendre la façon de fonctionner. Et c'est là qu'on comprend que le succès de certaines règles souples, vous vous souvenez, les règles millimétrées conçues par la demoiselle qui est assise là, et son entreprise, les règles souples, vous savez, que vous avez pour les plus jeunes d'entre vous en cours, pourquoi ça marche? Pourquoi ça a remplacé les règles bien dures, transparentes que moi j'avais à l'école? Bien vu. Bien vu. Parce que ça apporte un vrai bénéfice, lancer des boulettes sur les autres. Le bénéfice fonctionnel, c'est pas faire le... Vous savez, nous on avait avec nos règles bien cassantes qui étaient toujours ébréchées, alors on souligne bien et... oh merde, pourri. Ok, il y a un bénéfice fonctionnel. Très bien. Mais le vrai bénéfice à l'observation, c'est j'emmerde les autres pendant qu'il y a un mec qui me fait un cours. 8 heures par jour, j'écoute des profs qui me gonflent. Donc s'amuser en cours, ça c'est un vrai critère clé. Il y a des marques qui ont fait ça toute l'année. Je vous montre cette image-là pour vous montrer comment on peut innover en étant aguerri. Quand vous regardez ça, on trouve tout de suite un terrain d'innovation important. Alors observez 2 secondes, vous reconnaissez 2-3 joueurs pour ceux qui aiment le tennis. Pas plus de 2-3, hein, parce qu'au tennis... Et alors vous voyez, il y a un mec là-bas qui essaye de faire un 100 mètres. Hein, lui là, il surveille son poteau. Vous pouvez voir qu'ils sont tous habillés en blanc, c'est obligatoire à Wimbledon. Chacun observez le monde, non pas tel qu'il est, tel que vous êtes. Chacun va voir différent. Moi, quand j'observe ça, je vois une énorme différence entre cette image et celle-ci. Pourtant, il y a encore 2 joueurs. Bon, le mec qui surveillait le poteau, ils l'ont emmené à l'hosto, je pense. Mais... qu'est-ce que vous voyez, vous? S'il y en a qui ont vu. Le mec sur une échelle, ah, très bien, oui, oui. Ouais. Vous êtes un organisateur. Non, très juste, je n'avais pas vu. Les statistiques, l'info. Comment? Yes, man. Regardez sur le terrain, ici il est usé là, puis il est usé là, puis là on voit même ça, là. Là c'est nickel chrome. Le jeu a changé. C'est ça qu'on a vu, nous, quand on a travaillé sur ce sujet-là. On était en charge par Babola, leader mondial du cordage de raquettes de tennis. On l'a diversifié il y a une quinzaine d'années dans les raquettes, aujourd'hui leader mondial des raquettes de tennis. C'est la raquette de Nadal, pour ceux qui... peut-être Nadal, c'est... Et on s'intéressait à les diversifier dans la chaussure. Alors tant qu'on jouait dans les cordages ou dans les raquettes, on jouait avec des nains. On était une marque, une entreprise naine qui jouait contre des nains, c'est-à-dire Wilson, Prince, Ed, des petites boîtes de 300-400 millions. Mais là, quand on leur a dit on va aller se diversifier dans les chaussures, là, au conseil d'administration, c'est de la rigolade, parce que là, Nike, Adidas, Reebok, Asics, il a encore fumé, lui. Et nous, on leur dit non, non, on va y aller parce que ça va être facile. Facile d'aller attaquer les leaders mondiaux de la chaussure. Oui, 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 parce qu'ils ont tous pensé de la même manière. On appelle ça la vision monoaxiale avant de passer à la vision oblique. On leur dit, ben, on va vite repérer pourquoi ils pensent tous de la même manière, la recherche de l'excellence, et on va trouver autre chose. Et on va faire l'observation pour voir autre chose. Et on s'aperçoit que les joueurs de tennis ne courent plus vers l'avant. Un joueur de tennis, ça joue comme ça. Toute l'industrie mondiale de la chaussure s'évertue à aller vers l'avant. Pourquoi? Parce que le big business de la chaussure, c'est la marche ou le running. Donc l'amorti du talon, hein, boum, la torsion box d'Adidas, c'est donc le maintien latéral du pied et la relance. Tout le monde ne pense qu'à ça, des milliers d'ingénieurs dans le monde entier qui pensent qu'à ça, mieux amortir, mieux maintenir le pied et mieux relancer. Or au tennis, ça ne sert à rien. 80% des déplacements, c'est latéral. Et 80% des déplacements, c'est latéral à l'avant-pied. Tous les autres pensent à amortir le talon, hein, depuis qu'il y en a un qui l'a inventé. Et donc, ils font des congrès hein, sur l'amorti. Là, ils sont 200 dans la salle. Et ouais, puis comment on peut mieux amortir? Ah, il faut travailler sur le DIN, chercher les matières, des milliards dépensés sur le mauvais sujet. Pendant que nous, on dit, on va faire une chaussure pour courir plus vite de gauche à droite. Pas très ingénieur, pas très très bon en chaussures, pas très très juste. Voir le monde, non pas
comme les autres, mais juste un peu différemment. Et on invente un ressort pour mettre à l'avant-pied, pour courir plus vite de gauche à droite. Alors là, quand on en parle à un tennisman, il dit « bah oui, c'est évident, il faut que je sois en pression sur mon avant-pied, et c'est là que se fait toute l'énergie. » Il comprend immédiatement, lui. Sauf que le marché n'allait pas nous croire. Et comme il n'allait pas nous croire, on est allé voir, je sais pas si, ouais, on s'en fout du film, on est allé voir, et ça c'est un détail, le leader mondial du contact au sol. En disant, mais vous qui êtes crédible mondialement pour maîtriser le caoutchouc, la gomme et le contact au sol, et qui faites des pneus pour la terre, des pneus pour le terrain dur, des pneus pour les terrains mous, etc., ben on va faire des semelles pour la terre battue, des semelles pour l'herbe, des semelles pour les terrains durs. Et d'un coup, en un seul, à Roland-Garros, quand on l'a lancé, il y a quelques années maintenant, le monde entier a cru qu'on réinventait la chaussure de sport. Il ne fallait pas courir avec à l'époque. Hein. On n'était pas très bon en chaussures encore. C'était encore un peu. On n'avait pas encore acquis le minimum requis, mais bon, on l'a lancé et on est élu meilleure chaussure de tennis depuis plusieurs années. La clé n'est pas dans la capacité à inventer des choses nouvelles, elle est souvent dans la capacité à changer des idées existantes. La plupart des marchés sont conduits par des leaders et la plupart de ces leaders imposent la pensée unique à tous les autres. Et le réflexe normal du businessman, c'est de dire, puisque lui, il a 100% du marché, je vais aller lui entailler 10%. Je ne sais pas si vous avez déjà fait face à des business models, mais c'est souvent 10%, c'est le mot magique. Hein. Combien tu comptes gagner de part de marché? 10%, là, ça serait déjà bien. Je ne sais pas d'où ça vient, 10. Non. Les règles d'un marché sont dictées par le plus gros et il les a inventées il y a 100 ans et on continue à se battre sur les mêmes choses. Il y a des marchés plus sobres et celui-là je l'adore, c'est les épices. Vous avez tous vécu ça dans un supermarché, il y a 1,30 m de rayon d'épices et puis là, oh, fointou, elle m'a dit du poivre. Et là, c'est le rayon le plus long hein, dans un hyper. Un hyper, normalement, un acte d'achat, ça doit être entre 3 et 8 secondes, sinon on perd du temps. Là, c'est pratiquement la minute, hein, tellement les mecs sont paumés. Les Anglais, qui ont des esprits parfois étonnants, on va dire, ils se sont dit, mais si on simplifiait, voilà un très très beau mot pour innover, simplifier. Nous, grâce à notre méthode de pensée, on a complexifié pendant 50 ans. Hein. On a fait mieux. L'avenir est à faire moins. Ça c'est clair, il va falloir penser plus pour faire moins. Simplifier, simplifier. Et non pas chercher mieux, parce que chercher mieux, ça amène des bagnoles à 70 000 € au lieu de les amener à 2 900 €. Hein. D'ailleurs, ils sont obligés de planquer le succès de Dacia. Hein, parce que sinon... Donc lui, il a simplifié, il a fait... Ben, comme les gens cherchent du paper, on va mettre tous les P, déjà comme ça ils vont repérer le P, et seulement après, les odeurs. Je pense pour voir s'il y en a qui suivent. Deuxième sujet, les brosses à dents. On dessinait les brosses à dents Unilever depuis une quinzaine d'années, et donc les brosses à dents, c'est des lessiviers. Et donc les lessiviers, ils pensent performance, chimie, agressivité, lave plus blanc que le blanc, Coluche, etc. Et quand ils faisaient les brosses à dents pour enfants, ils disaient bah, le meilleur de la technologie, avec les têtes qui vont chercher à l'arrière, les poils qui vont chercher dans le truc, le meilleur de la technologie en tout petit, pour nos enfants, ça sera bien. Puis en face de ça, y avait tout un tas de concurrents, souvent chinois, qui disaient ben non, pour laver les dents, une grenouille c'est mieux, un panda c'est mieux, une Formule 1, bon, de tout. On a cherché le critère clé. Quel est le critère clé de l'hygiène dentaire? Qu'est-ce qui fait que les gens vont améliorer leur hygiène dentaire? Dans la culture d'un lessivier, c'est la performance. Normal, ils sont nés là-dedans. Nous, on s'était dit que c'était le plaisir. On a trouvé que c'était le plaisir. C'est-à-dire que pour un petit enfant, quand on les a filmés, parce qu'il fallait aller les observer, quand on leur dit l'hygiène dentaire, déjà aux enfants, lis quoi? Et puis quand on leur dit performance, quoi? Non, on les a filmés, on les a regardés. Eux, ils mettaient un peu de dentifrice. Tu t'es lavé les dents, Jonathan? Oui, oui. Ça pique, c'est pas bon. Ça brosse. Brosser les dents. Enfin, il y a tout qui va pas. Comment veux-tu qu'il y arrive à se laver les dents pendant 3 minutes? Donc on s'est dit, tous ces ingénieurs qui mettent au point de la bi-injection, des poils compliqués, etc., on va les faire bosser sur la proximité. Ah, Maped aurait pu se diversifier là-dedans. Hein. Et on a sorti, il y a une quinzaine d'années, la brosse à dents à petits pieds. Et on a pris le leadership du marché en un clin d'œil, sans étude de marché, juste parce que c'était plus un gadget, c'était devenu un objet vivant. On n'a pas mis des tonnes de décoration avec des... Hop, si j'y arrive.
avec toutes ces bébêtes-là. On a juste fait un objet très très con, avec une boule au bout pour que la main elle tombe dans la bouche, et le reste, zéro technologie. Et depuis, on est leader. Et puis après, on a déposé le brevet de la petite ventouse, que j'espère vous avez tous pour vos enfants encore, c'est-à-dire la brosse à dents qui tient partout, qui a nourri mes propres enfants. Moi, je suis payé au chiffre. Donc achetez-en encore, parce que mes enfants font des études. Pour réussir à transformer une bonne idée en une innovation réussie, il faut travailler, oui, ça c'est un point capital. Comme vous regardez le monde sous un angle nouveau, les difficultés s'amoindrissent. Parce que faire mieux que ceux qui bossent sur un sujet depuis 30 ans ou 40 ans, c'est super dur. Moi, si j'arrive dans une entreprise où chez Carrier, tiens, j'y pense là, où les gens font de la climatisation, de la réfrigération, et ils commencent à m'expliquer que ça fait 40 ans qu'ils travaillent sur la mécanique des fluides. Et là, pendant les premières minutes, j'ai jamais entendu parler de ça. Vite, j'appelle mes 2-3 ingénieurs pour faire semblant de comprendre. Puis très très vite, je me rends compte que de toute façon, je m'en fous. Je m'en fous parce qu'ils ne viennent pas pour me demander que j'améliore la mécanique des fluides. Ils viennent pour me demander que j'améliore la rentabilité de leur boîte et la valeur de leur offre. Et là, c'est peut-être en décalant la pensée, en regardant le monde nouveau, tel que je vous l'ai expliqué, et puis ensuite en s'assurant de la rapidité d'adhésion. C'est-à-dire, si quelque chose est nouveau, en général, il y a non. C'est le premier, c'est la phase de chaos. Hein. Non. Quand vous avez une bonne idée dans une boîte, d'ailleurs, sur 10 personnes, il y en a 8 qui vous disent non, nul. Et puis il y en a 2 qui vous disent c'est une super idée. Hein. Je ne ferai pas comme ça, par contre. C'est toujours très motivant. C'est rare l'adhésion immédiate à une grande nouveauté. Je suppose que quand tu lances les 24 heures au début, on dit ouais, il est bien barjot, lui. Confirmation, c'est vrai. Mais il peut le faire après. La rapidité d'adhésion, c'est ce qui crée ou pas la fatigue d'une entreprise. Il me reste encore 10 minutes. C'est ce qui crée ou pas la fatigue d'une entreprise dans le process d'innovation, c'est-à-dire, là, ça va prendre des années, et puis j'aurai pas les moyens. Prenez par exemple la Smart, 10 ans de perte. 10 ans de perte financière, il faut être solide, avant que ça commence à mordre. Dans une entreprise, par exemple, comme dans le sport, moi je bosse beaucoup dans le sport, vous savez, c'est un rythme annuel dans le sport, ce qui ne facilite pas beaucoup la grande innovation, parce que chaque année, il faut aller au salon mondial du sport et présenter sa nouveauté, sinon les magasins ne parlent pas de vous, blablabla, donc il n'y a pas des cycles longs. Et puis surtout, quand ça ne marche pas un coup, changement de sujet, on en attaque un autre, ça c'est foutu, il n'y a jamais de persistance dans ça. Donc la rapidité d'adhésion, c'est absolument clé. Il faut que les gens mordent immédiatement. Or, et là ça devient un peu plus tordu, vous et moi avons un cerveau particulier. Vous savez, en marketing, on aime bien parler des early adopters. Soi-disant, il y a des mecs sur la planète qui comprennent plus vite que les autres, qui bougent plus vite que les autres, qui achètent plus vite que les autres, sont early. Non, c'est n'importe quoi, c'est des théories, la mort moelle. Il y a vous et moi qui s'intéressons à un sujet ou pas. Et vous et moi, on est bicéphales. Quand ça nous intéresse, on est motivé. Quand ça ne nous intéresse pas, on n'est pas motivé. C'est quand même à peu près con. C'est-à-dire qu'en gros, comme je vous l'ai dit au début, il y a les impliqués, nous sommes impliqués ou non impliqués. C'est le seul schéma. Pour pouvoir innover et pour pouvoir travailler la rapidité d'adhésion, il faut fouiller les impliqués, parce que les impliqués, c'est les plus importants. Les fouiller, ça ne veut pas dire les questionner, j'ai dit, c'est les observer. C'est-à-dire, faut pas, sur le tennis, il ne faut pas observer une chèvre qui joue au tennis. Il faut observer Nadal et Djoko et les autres. Il faut les observer, les impliquer, parce que si vous leur posez une question, ils vous répètent les sempiternelles mêmes conneries qu'il y a 30 ans. Mais en les observant, vous voyez les défauts, vous voyez les failles, vous voyez les vrais trucs auxquels ils ne pensent plus depuis 30 ans, parce qu'ils sont truffés de certitudes. Les non-impliqués, comme ils s'en foutent, ils sont prêts à accepter toutes les nouveautés. Vous leur faites l'aspirateur vert et orange. Oh putain, c'est sympa, je vais l'acheter. Tu penses qu'il aspire ou pas? Mais il s'en fout. C'est tellement pénible qu'il est non impliqué, c'est le fun qui va le faire acheter, par exemple. Ou le paiement en 3 fois. L'impliqué, lui, il ne va pas bouger aussi facilement. Comme il est impliqué, il s'y connaît, il lit, il est sur des blogs, il parle avec d'autres impliqués, parce que ça l'intéresse. Il prend des cours d'aspirateur avec les autres, en disant « Ouais, toi, tu fasses comment dans les coins, parce que c'est super dur avec les meubles et tout ça. Ouais, mais j'ai des tactiques. » Et il structure sa pensée en vecteur long. C'est-à-dire que lui, à chaque fois qu'il y a une petite nouveauté, comme il s'en fout, il dit « Ah, je peux essayer, je m'en fous. » Pourquoi pas? Alors que lui, non, attention, quand on parle de hi-fi, par exemple, il y a des mecs, un ampli à lampe ou rien. Parce que le reste, c'est du pipeau. Et il y croit à son truc. Et il fouille son.
Donc il faut aller fouiller ce que fait l'impliqué pour trouver le critère clé. Dans un consommateur, il est tellement sûr, ce gars, il a une telle expérience. Ça peut être un client, en B2B, c'est pareil. Hein. Allez voir vos clients directs, qui sont les gros acheteurs. Ne les questionnez pas, observez-les, et c'est là que vous trouverez les failles. C'est devenu pour lui le critère, il y a un critère parmi tout ça qui est devenu le critère essentiel. Je vous parlais de la puissance. C'est devenu le critère essentiel dans ce domaine-là, et si votre nouveau produit n'améliore pas ce critère-là, il va vous matraquer au premier jour. C'est un drame dans le sport, par exemple. Quand on sort des produits, on ne peut pas... C'est compliqué de sortir des skis pour les nuls, hein, parce que ça va être testé par des journaleux, Gilles List. C'est-à-dire ça va être testé par des mecs qui sont impliqués. Ils ne savent pas forcément skier, mais leur critère de jugement, c'est la performance. Donc vous allez sortir un skieur pour nul et il va dire ouais bon c'est pas mal ce ski, dommage quand même en courbe, il tire quand même pas, il y a manque de réactivité à la reprise. De quoi? Moi je skie comme ça, la réactivité à la reprise, je comprends. Je suis bien content, il tourne tout seul. Donc il faut bien savoir ce que ce monsieur impliqué va penser et il faut bien améliorer le critère qui l'intéresse. Même si votre idée est fondée sur un autre critère. C'est le coup de la règle. Hein. C'est souple, ça a été pensé pour éviter le critère qui intéresse le conso, c'est différent. Une innovation qui marche, elle apporte toujours une amélioration du critère clé et toujours un deuxième argument pour attirer ceux qui s'en foutent. Il faut avoir deux trucs. Ils ont deux trucs, ces projets-là. Lui, bah, vous l'avez vu, hein, le premier truc, il améliore la puissance. Il dit, je vous garantis la puissance constante. J'améliore le critère clé. Et après, je fais des petites améliorations esthétiques. C'est-à-dire, au lieu d'être tout rouge et vautré, je te fais un appareil qui sort de Mars. Avec une drôle de gueule. Et quand je fais le design, je continue même à travailler mon critère clé. C'est-à-dire, je fais même le bac transparent. Plus il y a de merde, plus je suis content. Oh, ça marche super bien. Non, ça veut dire que c'est crado. C'est pas pareil. Mais les gars sont tout contents de voir tout ce qu'ils ramassent. On travaille le critère clé. La Twingo, pourquoi ça a été un grand succès? C'est cas d'école dans toutes les écoles de marketing. C'est ah ouais, on avait conçu une voiture pour les jeunes et finalement c'est les plus vieux qui l'ont acheté. Et bon voilà, les mecs font des conférences entières pour dire qu'ils se sont gourés. Et en fait non, il y avait un critère clé qu'ils n'avaient pas pigé à mon avis, c'est qu'en matière d'automobile, le seul qui compte, c'est le pilote. C'est ça le critère clé. Choyez le pilote, choyez le conducteur. Le reste. Quand vous achetez une voiture, hein, c'est rare que vous montiez à l'arrière en disant « Putain, je vais être bien là ». Sauf si vous êtes élu. Mais sinon, sinon, vous montez à l'avant, et là, vous prenez le volant, et vous... Est-ce que je suis en confiance? Est-ce que je suis bien placé? Je vois bien le rétro? Puis est-ce que je frime? Pour ceux qui aiment. Le pilote, c'est le plus important. Et dans une Twingo, c'était la première fois qu'on arrivait à faire une voiture pour les pauvres, qui avait le volume d'une voiture pour les riches. Hein. Vous montiez dans la Twingo, c'est énorme, la place du chauffeur, le tableau de bord repoussé, pare-brise repoussé, beaucoup d'espace pour 3 fois rien. Avant, il fallait être riche pour avoir de l'espace. Et là, et la sécurité, deuxième critère, que des vitres dans une Twingo. Une barquette avec des vitres. Grosse sécurité, je vois tout. Voilà pourquoi la Twingo a marché. Avec un moteur pourri, mais qui a fixé le cahier des charges au début, il a quand même vexé 2-3 ingénieurs. Hein. On a un vieux moteur dont plus personne ne se sert, on va le mettre dans le cahier des charges. Bon, j'ai presque fini. C'est pas toujours évident de faire ça. C'est évidemment pas toujours évident de respecter le critère clé. Et comme le monde des objets connectés, moi je pense qu'il n'y a pas un client en ce moment chez nous qui nous dit pas « Ouais, je voudrais faire un vélo connecté, une raquette de tennis connectée, ou un stylo connecté, ou des skis connectés. » ou Donc voilà, on a monté une filiale dédiée, comme ça on récupère les projets. Et on regarde ce que font les autres. Angle d'attaque. Quand Apple dit « Je vais faire une montre », bah lui il s'est dit « Je vais continuer à mettre mon téléphone en plus petit, hein, des bords droits avec des coins arrondis, et je vais le mettre au poignet. » C'est-à-dire, je m'en fous, c'est plus une montre. C'est plus une montre parce que c'est horrible. Ou c'est génial pour ceux qui adorent Apple. Mais ils ont quitté l'univers quand on parle de rapidité d'adhésion. Moi, j'adore les montres. J'ai du mal. Le petit français WeThings, lui, il a dit, je vais faire une montre connectée, mais je vais essayer de faire une montre. Pas un téléphone au poignet.
Bah, lui, il est devenu leader mondial quand même. Je ne sais pas qui a raison. Hein. J'espère que c'est WeThings qui a... Enfin, il ne sait pas faire une montre non plus, apparemment. Mais j'espère que les horlogers vont y arriver. C'est-à-dire, j'espère que les horlogers vont continuer à faire des beaux objets connectés. Des beaux objets pour ceux qui aiment la montre, les vieux impliqués. Motorola, qui quand même s'est fait déjà détruire son pouvoir dans le téléphone par Apple, se dit, bah, moi, je vais faire une montre connectée. Et comme par hasard, au lieu de faire un téléphone connecté, il fait une montre avec le savoir-faire horloger qu'il va connecter. Il faut choisir son camp. Les Chinois n'arrivent pas, ou les Asiatiques, pas les Chinois, n'arrivent pas à choisir leur camp, ils sont polis en général, donc avec la même technologie, ils font une version montre et une version bracelet. Choisis ton camp. Alors j'ai presque fini. Pour innover, il ne faut pas faire des produits, ou il ne faut pas faire des services, il faut proposer des expériences nouvelles. Exactement ce qu'on a vu ce matin, c'est des expériences. Le Wiki Campers et le Swap and Surf, il faut faire de la pub pour vous. C'est de l'expérience, parce que ça existe à mort, vos trucs. C'était la débrouille avant. Sauf que voilà, vous avez observé et industrialisé ou schématisé la débrouille. Ça s'appelle des vraies expériences nouvelles. C'est vrai que tout le monde, je pense, a envie d'essayer une fois dans sa vie 10 jours en camping-car. Puis après, il fera autre chose. Parce qu'en France, c'est compliqué de se garer. Aidez-nous à dépasser la réalité, donnez-nous des sensations. Il y a un masque de ski qui s'appelle Ride On, où l'idée va être de recréer des slaloms devant vous. Au lieu de descendre la piste, vous mettrez votre masque, et là, on va vous mettre des piquets virtuels. Et ça va un peu animer votre descente suivant ce que vous aurez programmé. Petit piqué, piqué court, piqué long, etc. etc. C'est pas un masque connecté pour savoir où Jean-Pierre il est à ce moment-là, parce que c'est comme les bracelets connectés, hein, les wearable devices. Tout le monde a un wearable device. C'est fondamental d'avoir ces battements tous les jours. Putain, là, je suis à 95, là, je me sens bien. Je me suis fait 200 calories depuis ce matin. C'est la grosse fête. C'est des trucs qui servent à rien. Il faut donner du service. Il faut donner du service ou du sens de l'émotion, retravaillons l'émotion. Tous ces objets super technologiques pour surveiller nos enfants, là. On met des grosses bornes sur les meubles et là, l'enfant est sauvé. Mais il y a un mec, là, Teddy de Guardian, lui dit, bah, je vais concevoir mon vieux Teddy connecté. Tout le monde faisant un objet connecté, je vous en montre un dernier, une poussette. Si ces gens avaient été bébêtes, comme 95% des gens qui construisent un cahier des charges classique, ils auraient fait une poussette connectée, la même qu'avant, avec de quoi recharger son portable et de quoi communiquer. Eux, ils ont fait ça. Peut-être je ne vais pas réussir à le lancer moi. En appuyant dessus, ça devrait marcher. Et s'il y a du son, mais c'est pas obligé. C'est ce moment-là qui m'intéresse de toute façon. On peut l'arrêter. Je voulais juste vous montrer ça. Pour ceux qui ont eu 2-3 enfants, j'en ai eu 5. Merci for Moms. C'est clair que n'importe quel prix, je l'achète. Je suis impliqué, ça m'a sauvé 5 doigts. Est-ce qu'elle est connectée? On verra après. D'ailleurs, elle l'est. Si le film continuait, on ne va pas le faire continuer. Bien entendu, on peut plugger son portable, bien toutes les conneries des produits connectés. Mais savoir comment mon bébé respire, parce qu'au cas où. Et non, il est surtout innové sur le point fondamental. Tous ces objets conçus par des mecs qui n'ont pas compris la mécanique. Ah, merci. L'électronique me sert non pas à connecter mon objet, mais à le rendre super simple. J'ai fini, je crois. Juste pour vous dire que, voilà, il y a des choses, là pour la sécurité, fantastique, connecté pour la sécurité, fantastique, connecté pour sauver ma vie, pas juste pour savoir combien j'ai mangé ce midi, oui, fantastique, connecté pour... ça, c'est moi qui l'ai fait, la raquette. Bah, je suis pas sûr que j'ai réussi. C'est-à-dire, j'ai connecté ma raquette, je ne devrais pas dire ça s'il y a mon client dans la salle, mais j'ai connecté ma raquette pour savoir combien j'ai fait de coups droits, combien j'ai fait de revers, est-ce que j'ai bien coupé. Ça ne marchera que quand je serai connecté à des grands joueurs qui me parleront, qui m'apprendront, qui me donneront des tutos, etc., etc. Connecté pour progresser, pas connecté pour savoir ce qui vient de se passer. Donc j'ai encore du chemin. Mais bon, j'apprends. Donc ça c'est pour les étudiants de tout à l'heure, je voulais finir en disant changer le monde. Changer le monde, ça ne veut pas dire l'améliorer. L'améliorer, c'est trop compliqué. Pour innover, il ne faut pas améliorer les choses.
Ça a été fait depuis le début de l'ère industrielle. Je vous rappelle que depuis il y a 150 ans, nous étions tous des agraires et des ruraux. En 150 ans, on est devenus des industriels. Donc il y a des mecs qui bossent à faire des choses très bien depuis 150 ans et qui améliorent des processus. Mais il y a des tonnes de domaines où le processus, où on est en haut de la courbe, l'amélioration, elle est minime. Non, il faut changer. Pas penser pour changer, changer pour penser. Et ça devient beaucoup plus simple parce que la plupart des choses existent. Il suffit de les réassembler différemment. Et moi, j'ai une boîte d'innovation qui travaille pour des centaines de marques. Je crois que j'ai déposé 125 brevets. Sur ces 125 brevets, je pense qu'il n'y a aucune innovation technique. Il n'y a que, j'entends, aucune découverte, pardon. Je n'ai fait que du réassemblage de fonctions existantes. Et là, le monde est encore à faire parce que nous vivons de manière très monoaxiale. C'est pour ça que j'appelle ça la vision oblique. Pour ceux que ça intéresse, comme ma mère est la seule à avoir lu ce bouquin, si vous passez par Jérémy ou si vous passez par mon mail, je vous l'enverrai bien volontiers, parce que sinon je vais les garder. C'est des bouquins à grand tirage, mais si vous avez des cheminées, c'est pratique. Voilà, merci. Bon, vous avez compris pourquoi on l'a invité pour parrainer les 24 heures et pourquoi on vous avez fait de la pub en disant venez, même s'il fait beau aux Pays-Bas pour une fois, vous n'allez pas perdre une heure. Pour la petite anecdote, pour faire les 24 heures il y a 9 ans, j'en ai parlé à 10 profs et il y en a 12 qui m'ont dit que c'était une connerie. Hein. Et heureusement, il y a le directeur qui m'a dit vas-y, t'es assez barjot pour que les gens te suivent, donc c'était l'essentiel. Bon, du coup, on est un peu en avance. Alors, ça, on devient bon maintenant. Avec les 24 ans, on commence même à avoir du temps d'avance. Avant, on était toujours 1 heure à la bourre. Donc, on peut prendre, si t'es OK, pour prendre quelques échanges avec des questions avant d'aller aller prendre une petite pause mini. Est-ce qu'il y a des... Je suis sûr que ça vous a pas laissé indemne. Allez, ça commence. Tiens, prends le micro comme ça. Elle est très courte. Est-ce que vous donnez des cours de pitch? Parce que je pense qu'il y en a qui en auront besoin. Je cite personne. Hein. En même temps, il est pas bon, il a mis 1 heure. Quoi, oui, c'est ça. Je suis d'accord. Et j'ai mis 1 heure et normalement pour dire des choses un peu plus fondamentales sur les outils, il en faut 1 heure de plus parce que là, on survole les outils. La rapidité d'adhésion, c'est fondamental, ouais. Donc, j'essaye. Mais j'aimerais bien faire en 5 minutes. Ça me ferait beaucoup de clients. Bonjour, j'avais une question par rapport... là, vous avez réussi à faire des choses et parfois penser à côté, par exemple pour les brosses à dents. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas réussi en faisant vraiment un laboratoire, en réfléchissant avec pas mal de monde sur un produit ou sur quelque chose, et puis vous avez peut-être pas justement réussi à penser à côté et voilà, à satisfaire le client quelque part? Plein. Spécialistes du ratage, c'est nous. Déjà parce qu'en matière d'innovation, il faut accepter ça. On n'est pas en train de faire la répétition de quelque chose qui existe, on est en train de casser des codes, donc j'en ai raté plein. On a fait 8000 produits depuis 28 ans, et j'ai dû en réussir 100. En rater, je ne veux pas dire le chiffre, mais quelques milliers, je pense. C'est-à-dire à faire des trucs normaux. Des vrais gros ratages, bon, ok. Mais des trucs normaux qui ne servent à rien, sûrement 5000, 6000, 7000. Au bout d'un moment, quand on a commencé, il y a 15 ans, on a décidé de changer notre business model et d'essayer de rentrer dans un business model de participation au résultat. On ne paye plus, ou plus beaucoup, paye quand même un peu, parce que celui qui ne paye pas n'écoute pas, mais paye un peu et paye-nous en royalty. Donc j'ai fait rentrer les investisseurs en disant bah, je ne vais plus avoir d'honoraires, il faut nourrir tout le monde, donc il me faut de l'argent. Très bien. Et puis on a commencé. Et là, il fallait plus se tromper là. C'est-à-dire qu'avant, tant qu'il payait... advienne que pourra, là, il faut que ça marche, sinon on meurt. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi on en réussit certains, pourquoi on en rate d'autres? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas en forme? Est-ce que l'herbe est moins bonne? Est-ce que... Bon. Et on a cherché, hein. Il y a eu un mec du CNRS qui est resté 1 an à fouiller chez nous pour savoir les méthodes. Et il est reparti en disant, je sais qu'il se passe quelque chose, mais j'ai pas bien compris. C'était ça le résumé. Et donc ça m'a beaucoup énervé en me disant mais c'est pas possible parce qu'on se prenait très au sérieux. Donc j'ai cherché avant d'écrire ces 2-3 bouquins là parce que je me suis dit il y a sûrement des outils. Et c'est arrivé à ce processus de la vision oblique et puis le critère clé et puis les méthodes qui vont pour le trouver.
Alors, oui, on s'est planté plein de fois. Parce que justement, dans ce cheminement, on avait loupé des trucs. Je vous en cite deux. J'ai refait la bouteille de vinaigre d'Amora. Unilever, on travaille pour 20 marques chez eux. J'ai connu un monsieur qui s'appelle Antoine de Saint-Afrique, qui était chef de produit junior chez Signal, avec qui on a démarré ces petites brosses à dents. Là, et puis il est devenu président d'Unilever. Donc ça m'a aidé. Et je l'ai suivi souvent dans ses valises. Et à un moment, il était chez Amora, directeur marketing, puis DG, et on redessine cette bouteille de vinaigre. Et donc, vous savez, la bouteille de vinaigre un peu lourde en bas, qui fait semblant d'avoir une petite distillerie intégrée avec un petit... Et tout le monde l'avait copié. Et lui, il dit, je suis une grande marque, il faut quand même que je renouvelle ma bouteille. Et nous, on dit, bah, c'est la modernité, on est une marque familiale, arrêtons d'être dans la tradition, faisons quelque chose de bien plus moderne. On a cassé tous les codes. On le lance sur le marché, tout le monde était très fier. Et puis, 15 jours après, 50% de baisse des ventes. 50% de baisse des ventes. Ouh. Donc là, quand on reçoit l'appel, on dit « Ouais, vous avez sûrement oublié de livrer, il doit y avoir un problème en caisse. » Et on fait des enquêtes terrain et on s'aperçoit que les gens, quand ils sortent, « Pourquoi vous n'avez pas pris le vinaigre Amora aujourd'hui ?» Ben, il n'y en avait pas. La réponse des gens, ben, il n'y en avait pas. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est-à-dire qu'on est allé trop loin dans la rupture et perdu. Alors ça, des cas comme ça, j'en ai plein, parce que la volonté de changer le monde peut faire aller beaucoup trop loin. Donc, quand on dit de l'innovation de rupture, il faut trouver le bon curseur pour aller loin, mais être reconnu. Premier exemple. Un deuxième exemple que j'ai pu louper dans la chaussure de sport, parce que moi, je viens de ce monde-là, j'étais sportif, c'est ma seule formation. Donc, on fait toujours 20% du chiffre d'affaires de la boîte dans le sport, donc j'ai beaucoup de cas dans le sport. On a inventé un truc qui était génial, la chaussure de ski. Chez Rossignol, on a inventé une chaussure de ski il y a peut-être 10 ans, qui a fait doubler le chiffre d'affaires de Rossignol en chaussures. Doublé la première année. C'est-à-dire qu'on a inventé une chaussure de ski où il y avait du plastique là où c'était nécessaire, une espèce de L renforcée sur les côtés, la structure en plastique. Et puis là où on a mal aux pieds, partout ailleurs, du cuir. Un mix entre une chaussure de snowboard et une chaussure de ski qui paraissait pour nous absolument génial. C'est-à-dire, vous savez tous que le meilleur moment du ski, c'est quand on enlève ses pompes. Et bien là, enfin, on avait inventé la chaussure la plus confortable du marché, qui permettait d'être rigide là où il fallait et d'être confort. Et voilà, 43% d'augmentation des ventes en sell-in. Malheureusement, on était tellement fiers de notre innovation, rapidité d'adhésion, que brainstorming après brainstorming, on s'est dit c'est le confort qu'il faut qu'on mette en valeur, et on l'a appelé la soft. En gros, la molle. La molle, pour une activité de sport, ne le faites jamais, quoi. Ça ne marche pas, quoi. On ne peut pas lutter contre le critère clé du sport qui est de se dépasser. Ce n'est pas celui-là le critère clé parce que ça serait trop simple, mais le sport, qui que ce soit, il y a une intention de dépassement de soi ou de dépassement de ce qu'on fait. Il y a une intention dans ce loisir, et dans cette intention-là, il y a une idée de progression. Et si vous lancez une chaussure comme on l'a fait nous, qui s'appelle la molle ou la pantoufle, c'est hors code. La même, je l'aurais appelée runner ou team ou speed, on aurait gagné. Tandis que là, elles sont toutes restées en magasin. Et l'année d'après, on a reparti à zéro. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait trouvé les bons éléments techniques, je pense. Et dans la transcription au marché, on est allé sur le mauvais critère. On avait même fait une pub fantastique, je me souviens, une pub avec un mec tout en latex, bien bondage, et qui se promenait sur les pistes. Il faisait la queue, il était tout content, il se prenait des gadins, c'était fantastique, il serrait ses pompes le plus fort possible, il s'éclatait, puis le soir, il revenait rendre ses chaussures en disant « super journée, hein, sauf les pompes, trop confortable ». Et donc on se disait « waouh, là ça va exploser », enfin, le marché avait vraiment mordu, quoi. Sauf qu'on a joué sur le mauvais registre, on ne parle pas de confort dans le sport. Nike, ça fait 30 ans qu'il nous fait des coussins pour amortir pour les mecs qui font jamais de sport. Alors que Usain Bolt, il ne court pas vraiment avec des semelles avec de l'air dedans, quoi. C'est mieux le carbone pour courir. Mais si vous faites un produit, vous faites des matelas pneumatiques pour que tous les mauvais puissent courir, parce que c'est ça qui fait l'amorti, alors qu'un très très bon sportif, il a des muscles et des tendons, et c'est ça qui fait l'amorti. Mais donc vous faites un matelas pneumatique, mais vous dites « just do it », parce que « ah, j'ai déjà réussi ». Donc des échecs, j'en ai plein. Juste une deuxième question. Pardon. Aujourd'hui, vous avez dit, c'est cool, c'est la mode, ce type d'entreprise, finalement, ça cartonne. Qu'est-ce qui fait qu'avant, ça ne fonctionnait pas? Enfin, pourquoi vous étiez moins sollicité
enfin, la Oui, démarche oui. commerciale, comment ça se passait quoi, au final, puisque Bah, la démarche commerciale, moi je me suis lancé, j'avais 22 ans, donc j'ai gagné un concours de création d'entreprise, donc ils ont été obligés de me filer des clients, parce qu'il y avait tous les grands patrons français qui votaient. Et il y a un moment, si l'année d'après je dépose le bilan, c'est embêtant pour eux. Donc ils m'ont filé des contrats au début, j'ai eu du bol là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? C'est que je m'appelais design. C'est-à-dire que j'ai cru que le mot anglo-saxon serait compris, design, concevoir. Et en France, design, c'est Philippe Stark. Donc ça colle pas. C'est-à-dire qu'il y en a un ou deux comme ça qui font la déco dans les magazines, les autres, il faut être pauvre. Et moi, je voulais rentrer dans les conseils d'administration, dans les centres de décision, et j'ai mis du temps à enlever le mot design de toutes mes boîtes et de mettre le mot innovation. Et là, d'un coup, la même chose est apparue plus intelligente, beaucoup plus chère aussi. C'est assez étonnant. C'est les mêmes gens qui ont les mêmes formations et qui opèrent du même processus de pensée, mais c'est qualifié d'innovant. Et pourquoi ça marche? Parce que bah, quand même, à force d'en faire deux, trois, les gens pensent qu'on sait faire. Et donc ils se trompent et ils viennent. Mais plus sérieusement, le changement de business model a fait le changement de réussite. Il y a un moment où quand on les pose en même temps que le patron sur la table, ça va mieux. Donc on est beaucoup rentré dans les ETI, parce que là c'est des patrons propriétaires, donc ils décident de leurs risques. Et puis petit à petit, quand nos méthodes ont été écrites, on est beaucoup rentré dans les grands groupes, parce que là, du coup, dès qu'il y a une méthodologie, en France, vous écrivez des bouquins, vous êtes moins con qu'avant. Alors que dedans, il n'y a rien. Mais voilà, ça marche. C'est comme ça quand... Je me suis aperçu après que c'est comme ça. J'avais un copain journaliste, il m'a dit « écris pour exister ». C'est très très vrai. Hein. Incroyable. Ils l'ont jamais lu, mon bouquin, mais ils l'ont. Oui, oui. Et comme l'innovation, c'est un métier de sachant, c'est très compliqué de travailler avec des gens dont le principe est de ne pas savoir. Être naïf, mais aguerri à l'observation. Mais c'est très compliqué quand on rentre... là, je suis chez quelqu'un qui fait des facteurs d'appétence. Vous savez, vos chiens et chats mangent de l'amidon. Et non pas... Ce sont des animaux carnassiers qui ne mangent jamais de viande. Parce que les croquettes, c'est de l'amidon. Mais au-dessus de ça, on met un petit peu de parfum. Donc, ça s'appelle des facteurs d'appétence. Les mêmes qu'il y a dans vos aliments. Et goût poulet, goût viande. Et donc, on arrive dans des boîtes où c'est que des agros, des ingénieurs agros, et on bosse de la chimie. Hein. C'est le même métier que la clope, en gros. On cherche l'addiction des animaux. Et donc, quand on arrive dans des entreprises comme ça et qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'une molécule, les premières minutes sont compliquées. Mais la deuxième heure est très très simple. Une fois qu'on a bien expliqué que ça ne sert à rien ce qu'ils font. Non, je rigole. C'est fondamental la technique. Archi fondamental, mais au bon endroit. Moi, je ne fais que réorienter. C'est-à-dire utiliser des forces de travail et du know-how sur le bon sujet. Quand on l'utilise à faire tous les produits que je vous ai montrés avant, on perd des milliards de dollars dans des industries entières, des pans d'industries entières qui cherchent sur le mauvais sujet. Oui, bonjour. Alors, je voudrais bien votre livre pour Noël. Donc, on verra avec Jérémy, mais ça m'intéresse beaucoup. Comment? Pour la com, ouais. Non, je ne le vends pas. Bon, il est vendu à la FNAC et je vous l'enverrai. Non, c'est avec plaisir. Alors, moi, je vous avais découvert au Design Summer Camp en octobre, parce que j'avais le plaisir de vous découvrir. Et vous réécouter une deuxième fois, en fait, c'est du bonheur, parce que vous êtes connecté par la passion et vous le partagez très bien. Donc, merci beaucoup. C'est sympa. Et la question, en fait, c'est en tant que fan d'Apple, je sais que l'esthétique de l'iWatch ne vous plaît pas, mais avec votre vision oblique, c'est quoi la limite pour vous de l'iWatch? En fait, l'esthétique me plaît, pour être précis. Parce que si je reviens au mot design quand même rapidement, il y a une grande école du design qui a été inventée par Olivetti et Brown, qui est vraiment, c'est la répétition des codes de Brown et d'Olivetti. Hein. Donc l'esthétique d'Apple, c'est le même que Nespresso. Je crois que j'ai pas les diapos sur Nespresso là parce que j'avais pas le temps. C'est le même code, hein. C'est des droites et des arrondis. L'esthétique me plaît. C'est fondateur d'une grande simplicité. C'est la grande maîtrise. Bon, voilà, c'est archi connu. C'est très bien. Ce qui me plaît chez Apple, parce qu'Apple me plaît, hein, il a fait 3 fois la révolution de la simplicité. Mais il y avait 2 mecs.
3. Le vrai mec qui a fait Apple, dont personne ne parle, l'ingénieur. Steve Jobs, qui fait le showbiz, enfin qui est super intelligent, mais qui est le visible, j'entends. Et Jonathan Ives, qui est l'homme qui produit tous les designs. Alors ce qui m'appelait, ils ont réussi, je vais essayer de la faire court, mais ils ont réussi 3 grandes révolutions quand même. Quand ils sont arrivés dans l'ordinateur, simplicité, hein, on parlait de simplicité, ils sont arrivés au moment où les ordinateurs, c'était des calculateurs. Hein. Il y avait IBM en face et les grands, et on faisait des ordinateurs de 3 mètres de long pour des puissances de calcul. Lui, il a dit, je vais faire l'ordinateur pour les cons. C'est-à-dire que c'est génial de faire ça, mais c'est plus pour envoyer un petit mot, pour être sûr d'avoir quelqu'un ce soir à table, ou envoyer les photos de mon copain, ou voilà, c'est ça un ordinateur, ou faire des petits crobards, après, c'est venu après. C'est pour ça d'ailleurs, comme c'est l'ordinateur pour les cons, c'est devenu l'ordinateur des designers. Hein. C'est-à-dire que c'est pour faire des petits dessins. Hein. Et chez moi, maintenant, j'ai 50% de PC, les mecs qui bossent, et 50% de Mac, ceux qui créent. Je paye plus cher ceux qui créent. Et... mais c'est un ordinateur voilà, pour faire des trucs sympas, pas pour faire du calcul de structure. Et d'ailleurs, dans le look aussi, vous voyez, c'est pendant que les autres font des trucs un peu militaires, là, bien noirs. Et bon, ils ont fait la première révolution en simplifiant la vie des gens, donner l'accès à l'ordinateur par une petite boîte ridicule. Ils ont fait une deuxième révolution quand même avec la musique. Je le mets dans le désordre. Pendant que vous achetiez des CD où il y a 13 morceaux dessus, il n'y en a qu'un que vous écoutez, hein. Puis il y en a 12 autres. Ah, celui-là, pas terrible. Oh, celui-là, j'aime pas du tout. Mais tu l'as acheté. Tu as payé pour des trucs nuls. Mais il y en a qu'un qui t'a plu. Bah, lui, il a dit, je vais le vendre à l'unité. C'est quand même pas con, quoi. Et toute l'industrie s'est marrée. Ils ont encore simplifié. Donc, deuxième vision géniale, simplifions la vie des gens et impliqués, non impliqués. Je suis impliqué sur un titre. Je suis désimpliqué sur les autres. J'en vends qu'un. Puis après, il s'est dit, tiens, on va faire les téléphones, soi-disant. Pendant que les deux monstres canadiens et finlandais se battaient à faire des objets en plastique avec des tout petits claviers qu'on n'y arrive jamais à les toucher. Lui, il a dit, je ne vais pas faire un téléphone, je vais faire une télé. Personne ne parle de ça, mais pour moi, c'est une télé. C'est-à-dire c'est un cadre en acier avec une dalle de verre. Hein. Ça n'existait pas. Hein. C'est Corning qui a réussi, qui a permis de faire Apple. Hein. C'est-à-dire une boîte de verre qui lui a dit, non, moi, la dalle en verre toute petite, écran tactile, je te la fais, peinard, ça traîne dans un bureau d'études, il y a 3 mecs qui dorment, on va les réveiller, puis on va... Et donc la révolution, c'est-à-dire qu'il ne fait plus un téléphone, il fait une télé avec plein de chaînes possibles, la météo, la bourse, le sexe, tout est possible. Et by the way, ça fait téléphone. Et les autres n'ont rien vu venir. Et ça téléphone très mal. Tous les ingénieurs ont râlé en disant du métal avec les ondes, ça ne marchera jamais. Oui, ça téléphone très mal. Et alors? On s'en fout. On utilise son smartphone pour téléphoner parfois. Deuxième grande révolution, il a amené tout dans la poche. C'est simple comme concept. Toute ma vie dans ma poche. De la banque aux courses, à mes voyages. Et surtout, troisième révolution, il n'a rien à faire, lui. Puisque c'est les autres qui se cassent la tête à faire des applis. Lui, il dit juste, je suis un aéroport. Hein. Il dit seulement sur iPhone. Et donc voilà, si vous voulez l'avoir, c'est chez moi. Puis il a fait encore une... Alors donc, toutes ces révolutions, je respecte à mort. Et dans la montre, on peut... Quand même, elle arrive après lui. Et je pense que ce n'est pas le même esprit. Voilà pourquoi je pense qu'ils vont se planter. C'est bien de dire ça, je me permets, maintenant je suis vieux, je m'en fous. Mais il est leader mondial de la montre en 3 ans, à peine. Et je pense qu'ils vont se planter quand même, parce qu'ils n'ont pas respecté cet ADN-là. C'est-à-dire que c'est un peu simpliste. L'idée de... La première faille, c'est quand ils ont fait l'iPhone 6, c'est-à-dire avec 2 tailles. C'est la première fois qu'Apple dit vous avez le choix. Ça veut dire je ne suis pas sûr. Celui-là ou celui-là. D'habitude, ils disent ça. La révolution. Il n'y en a qu'une. Là, il y a un marketeur au milieu, là, la danger. Et là, dans la montre, ils se sont mis à dos, à mon avis, l'ensemble des gens qui aiment la montre. C'est, comme chacun le sait, le seul bijou des hommes, en gros. Maintenant, tout le monde va avoir le même bijou. C'est un pari. Je pense que tout le monde va en acheter une. Moi, j'ai acheté une, mais vous savez, ces objets qu'on recharge tous les soirs, on n'a plus le temps de dire bonjour à sa famille, hein, parce que hop, le plug, hop, la montre, hop, le vélo, hop, le machin. Faut acheter des prises. Hein. Et bon, je pense que le critère clé n'est pas respecté. Donc, je suis pas fan du résultat, pas du design, au sens, enfin, pas de l'esthétique. Mais le concept, à mon avis, ils ont tapé à côté. C'est prétentieux ce que je dis, hein, mais c'est pour répondre. Je vais faire comme les journalistes en conférence de presse. Je vais poser 2 questions.
La première, c'est vous êtes présenté modestement en disant pour innover, je ne fais que compiler des idées. Puis malheureusement, là, vous venez de me casser ma question parce que vous n'avez pas arrêté de parler de révolution en parlant d'Apple. C'est quoi la différence entre votre action et des gens qui ont des idées révolutionnaires? C'est un peu ça ma première question. Et la deuxième, merci de l'illustrer. Pourquoi vous n'avez pas pensé à des lunettes dont les branches ne glissent pas? Voilà. Alors là, j'adore. Alors sur les lunettes, je vous réponds. Je vous réponds à la deuxième question en premier, comme ça. J'y suis. Et allez voir une boîte qui s'appelle Magnis. Et voilà, c'est une jeune entreprise et les lunettes, c'est un sujet clé. J'y suis. Donc ça sort là. Les produits sortent maintenant. Sur la première question, révolution et faut que je réponde un peu comme si j'avais quelque chose d'intelligent à dire. Rien de secret, tout se réinvente. J'ai 3 mots, alors il ne faut pas que je me trompe, mais il y a la découverte, ça c'est scientifique. C'est-à-dire bosser sur quelque chose qui n'existe pas encore. Non, pardon. Trouver quelque chose qui existe depuis longtemps, ça s'appelle la découverte, c'est la science. C'est Newton, voilà. Il y a un fait que je découvre. Il y a la nouveauté, c'est-à-dire créer quelque chose qui n'existe pas, puis il y a l'invention, c'est assembler des choses pour constituer quelque chose de nouveau. J'espère que je réponds comme ça en disant que moi je travaille sur l'invention. C'est-à-dire l'invention pour moi, ça n'est pas la découverte de quelque chose qui existe. C'est l'assemblage de choses qui existent pour produire un fait nouveau. Donc la caractéristique de notre métier, ce n'est pas d'être le meilleur en mécanique des fluides ou en énergie hydraulique. Non, c'est de comprendre très très vite les technologies qu'on nous explique. Ça, c'est pas compliqué, c'est quand même la caractéristique d'un ingénieur, normalement, d'être capable d'absorber le know-how d'autres gens et de les réassembler différemment. Donc la révolution, elle se fait soit par la découverte scientifique d'un fait préexistant, soit par le réassemblage de faits existants. Comme moi, je suis bien incapable de faire de la découverte et que nombreuses de ces découvertes arrivent par hasard, hein. Le post-it, la pomme qui tombe, blablabla. L'analyse et les outils d'analyse des choses préexistantes, elles permettent de ne pas compter sur le hasard pour réorganiser les choses. Et ça marche dans tous les cas, à condition qu'on ait le critère clé, hein. Sinon, vous produisez des tas de propositions nouvelles qui ne deviennent jamais innovations. Parce qu'il y a un mot qui m'insupporte, et j'arrête. Il y a un mot qui m'insupporte, c'est 4 innovations sur 5 finissent à la poubelle ou meurent la première année. Non, c'est 4 merdes sur 5 meurent la première année. Une innovation, c'est quelque chose qui réussit, hein. Une innovation, c'est une nouveauté qui rencontre un marché. Sinon, ce n'est pas une innovation, c'est une nouveauté. Donc, il ne faut pas qu'on laisse dire 4 innovations sur 5 meurent la première année. Non, c'est 4 tentatives de sortir quelque chose meurent. Mais voilà, c'est un petit défaut de langage. Oui, j'aurais... Voilà. Ouais. Juste 2 questions. C'est comment votre entreprise est organisée pour encourager l'innovation et les idées, l'émergence d'idées. Seconde, c'est comment vous avez rebondi sur la chaussure de ski. Comment on est organisé? Comment on est organisé? D'abord, je constitue... Je vais répondre ce que je peux te dire. On constitue des équipes de travail non collaboratives. Premier point. Très important. C'est-à-dire que le collaboratif, c'est génial, mais je répète que quand vous mettez des nuls ensemble, ça fait un truc nul. Donc, la première chose, c'est qu'on constitue des équipes qui ne se parlent pas. Tout sujet qui arrive part dans 3 équipes en général. Une équipe qui connaît le brief, une équipe qui ne connaît pas le brief et une équipe qui est juste, on appelle ça le trend tracking, c'est-à-dire une équipe qui ne réfléchit que sur l'émotion. J'ai oublié de dire ça. Il ne faut pas que je perde mon fil. 95% des décisions que nous prenons sont conduites par des émotions. Et on passe notre temps après à mettre du rationnel derrière, hein. Je veux aller sur Swap and Surf d'abord parce que j'ai vu un film et poum, 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 c'est ce que tu as dit. En voyant ton film, tu dis waouh, ça me fait du bien. C'est ça. Et après seulement on dit ouais, c'est pas con, il a répertorié des gars, nanana. Mais d'abord. Bon.
Et donc, il y a une équipe qui ne bosse que sur les émotions. Et elle s'en fout du cahier des charges pour voir où seront les déclics en matière d'alimentation, en équipement, très bien. Donc des équipes qui ne se parlent pas et qui mènent le projet à chaque étape dans leur coin. Et quand ils ont tous trouvé des certitudes de leur point de vue, je les mets ensemble et là c'est bagarre. Parce que pourquoi ça c'est la meilleure idée? Chacun fait des pitchs. Et quand ces trois équipes qui n'ont pas la même vision, on ne voit pas le monde tel qu'il est mais tel qu'on est, quand ces trois équipes ont fini leurs travaux de recherche en phase 1, là on fait bagarre pour qu'on trouve le point où tout le monde se dit ouais, ça c'est pas con, je suis d'accord. Pour pas qu'on soit trop vite dans tous les projets en général, dans les entreprises, on constitue des groupes de travail. Et quand on est intelligent, des groupes de travail multidisciplinaires. La première chose qu'on fait, c'est se mettre d'accord. Hein, chercher le MeToo. Chercher le truc qui, bon, alors ok, tout le monde se sent bien là-dessus, on peut foncer. Voilà, c'est la première condition pour faire un truc mou. Donc nous, on les laisse bosser tout seuls, ils s'entretuent, on organise le fight après. Ça, c'est une méthode de travail. Ça s'appelle un pôle créatif. Chez nous, c'est la gestion du pôle créatif. C'est-à-dire que tous les projets passent par un groupe d'individus multidisciplinaires qui jugent de la qualité du produit. Ces trois équipes bossent et ensuite, voilà, il y a les chefs. Et les chefs, ils viennent de l'ingénierie, ils ont fait Centrale, ou ils ont fait les arts et métiers, ou ils ont fait HEC. Et quand tous ces gens-là, à peu près bons dans leur domaine, sont à peu près d'accord sur le critère clé, notamment, ça commence à sentir bon. Voilà, c'est comme ça qu'on bosse, nous. C'est compliqué de le faire sur des petits projets, parce qu'évidemment, ça multiplie les temps. Bon. Et quand on ne peut pas le faire sur des petits projets, ben, on essaye de le faire au possesseur du projet. On lui dit, tiens, fais comme ça, puis, parce qu'on n'a pas le temps de le faire, nous, pour question d'argent. Ça, c'était la première question, si j'ai répondu un peu. Alors, on a un atelier maquette intégré, prototype intégré. Évidemment, il faut aller très très vite au proto. Mais bon, je ne vais pas redire des choses connues. Voilà, valider la première maquette fonctionnelle de n'importe quoi le plus vite possible et itérer pour aller jusqu'au dernier détail. Et la deuxième question, c'est... Ah, comment on a rebondi? On s'est recalé. Comme on n'avait pas compris à cette époque-là ce qu'était le critère clé d'une chaussure de ski, on l'a cherché. Et donc maintenant, je ne fais plus du tout des chaussures confortables. Mais je sais pourquoi. C'est-à-dire que... Parce que les gens, ils ne veulent pas acheter des chaussures confortables. Il faut que ça le soit. Ils rentrent dedans, ils se disent « Ah, c'est pas mal ». Mais surtout, ils veulent autre chose quand ils achètent une chaussure de ski. Alors, je ne le dis jamais, le critère clé, parce que c'est emmerdant. Mais donc, j'ai arrêté ce sujet-là. En me disant « Je ne me suis pas trompé... » Enfin, nous ne nous sommes pas trompés dans le sujet, on s'est trompé dans l'intérêt des gens. Il faut aller observer ce qu'ils cherchent. Et en fait, d'abord, ils n'achètent plus de chaussures, ils la louent. Hélas, enfin, au sens de 80%, il n'y a que les gens super impliqués qui l'achètent parce qu'ils veulent que ça soit à leurs pieds, bien précis, blablabla. Comme vous l'avez remarqué certainement, l'innovation en matière de chaussures de ski, c'est proche de la préhistoire. Ça reste de l'ABS injecté, 4 crochets au bout. Ça n'a pas beaucoup évolué. J'en dessine depuis 25 ans. On n'a pas fait la révolution depuis l'injection plastique. Donc voilà, j'ai évolué en changeant d'angle. Et là, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des trucs fun. On a redoublé le chiffre d'affaires de Rossignol 8 ans plus tard, là, sur un changement. Si vous allez voir les chaussures Rossignol, je vous laisse juger. C'est un changement d'axe bizarre. Enfin, non attendu. Bon, tout d'abord, bonjour, étudiant en première année Estia. Donc déjà, je voulais vous remercier d'être venu parce que c'est vrai que c'est super intéressant et on est les premiers concernés parce que vous nous donnez une idée de pensée pour le futur. Et je pense même que je vais aller acheter votre livre, même l'acheter. C'est cool. Donc, une petite question donc, concernant ce que vous avez dit à propos des ingénieurs des grandes boîtes qui sont, selon vous, donc, formatés où les idées innovantes sortent pas forcément. Où est-ce que vous trouvez vos ingénieurs qui ont ces bonnes idées-là en fait? Vous les prenez à la sortie des écoles? Vous les formez vous-même? Non, hélas. Hélas. Et je les prends plus à la sortie des écoles parce que, hélas, j'ai fait ça pendant un petit moment. D'abord parce que moi j'en sortais. Et qu'en fait, hélas, c'est un métier où il faut être aguerri. Je crois que j'ai mis le mot 1 ou 2 fois. Donc on attend qu'ils aient appris à faire le standard.
Et c'est un métier de consultant quand même, hein, j'ai un business model derrière tout ça, donc c'est compliqué de mettre des petits jeunes. Moi, quand je revois mes photos quand j'avais 22 ans, je me dis comment ils me payaient les mecs. Parce que je pense que j'avais pas l'air à peu près sérieux. D'ailleurs, je l'étais pas, je pense. Et donc on prend plutôt des vieux. Mon directrice marketing, elle a été pendant 15 ans ma cliente. En tant que directrice marketing. Et là, quand on se dit, ouh, là, elle, à chaque fois, elle nous tue, quoi, à chaque fois qu'elle nous donne un brief, et bah, viens. Puis après, j'ai passé par contre 1 an à la démonter. Parce qu'elle avait bien appris le marketing comme il faut, donc c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Mais quand on lui remet le cerveau dans l'autre sens, ça devient juste mortel. Donc, alors, premièrement, non, on prend plutôt des gens d'expérience, pas dans les studios de création, hein, mais dans ceux qui dirigent les projets, c'est plutôt des gens d'expérience. Et secondo, des accidentés de la route. Mon associé, il a fait les arts et métiers, mais il a fait après le Royal College of Art à Londres, donc une école de design. Parce qu'il s'est trompé étant jeune, quoi. Quand il a fait les arts et métiers, il pensait que c'était les arts. Et après 5 ans de je ponce donc je sue, à Cluny quand même, et il s'est dit je vais peut-être vers design. Et donc il est déjà pas normal. À l'époque, parce qu'on est vieux, il était bi-formé, double formation en 85, ça n'existait pas beaucoup. Et quand il a cherché du boulot dans les bureaux d'études, les mecs ne le prenaient pas parce qu'il fumait des joints, il avait fait design. Donc, et quand il allait dans les agences de design, les mecs ne le prenaient pas parce qu'il était ingénieur, donc pas de créativité. Voilà la façon, les gens regardent le monde tel qu'ils le voient. Et donc lui qui se disait, je vais doubler mon salaire parce que j'ai une double formation, il était chômeur, donc je l'ai embauché pas cher. Et là j'ai un centralien qui vient de prendre la direction de l'innovation chez nous. Ben, il a fait 15 ans chez Hewlett-Packard, donc aucun rapport avec les métiers de l'innovation. Il était dans le business, structuré des business assez compliqués, de services. Et donc il a un cerveau hyper bien foutu, mais c'est lui qui frappe à la porte en disant... il est musicien, ça m'a bien intéressé. C'est-à-dire qu'il est capable de sortir des choses émotionnelles d'un objet inerte. Donc là, il a déjà la pensée qui m'intéresse. Et puis, il était passionné de design. Donc voilà, c'est plus des rencontres chez moi. C'est des accidentés qui débarquent. C'est des gens qui se disent j'ai le know-how, je suis structuré. Moi, je cherche des gens très structurés parce que pour être créatif, il faut être hyper structuré. Ça n'existe pas, les soirées alcool avec des joints. Non, c'est une méthode de créativité précise. Moi, je suis capable, en moins de 10 minutes, de trouver au minimum 100 idées sur n'importe quel sujet. En moins de 10 minutes, parce que c'est mécanique, il ne faut aucun talent. Mais sur les 100 idées, alors ça c'est à peu près facile à structurer, ça s'appelle méthode de créativité, il y en a 1 million. Mais de ces idées-là, il faut trouver un concept pertinent pour une marque dans un secteur donné, sur un marché précis, là ça prend un peu plus de temps. Donc il faut prendre que des mecs... C'est pour ça quand même qu'on cherche dans les écoles d'ingénieurs, c'est parce que c'est là où les cerveaux sont les mieux structurés. Mais il faut trouver les accidentés des... Il n'est pas normal, lui, il n'est pas déguisé arts et métiers. Ah non, j'ai évité, ouais. J'ai même pas été tenté par l'art, tu vois. Oui, voilà. Bon, t'as compris, donc tu peux pas envoyer tout de suite ton CV, non, tu pas tout de suite, finis Vestia, tu t'accidentes 10 ans, et après tu vas le voir, et puis t'attends qu'il fasse une agence à Biarritz, parce qu'elle est bossée à Lyon, enfin j'ai pursé 4 ans déjà, donc... C'est vrai qu'ici c'est clean. Hein. C'est pas mal. Bon, je vous propose qu'on applaudisse Bertrand. Merci.